introduire, voilà, je vous ai donné une introduction, un petit feedback. On va beaucoup plus voir ça dans les différentes tables rondes. Donc, je vais appeler cette première table ronde. D'ailleurs, j'ai demandé est-ce qu'il y a de l'eau qui est arrivée ou pas. Ouais, on va pouvoir mettre de l'eau. Je vais appeler donc cette première table ronde. Il y a des verres aussi. Donc, alors, d'abord, merci à tous nos participants et sponsors. Donc, il y a Servercom, Sentil, Serpac, Microsoft, OpenIP, Alcatel, Wildix, Arcana. On est à peu près 11. Aircall, Abscom. Sans eux, on n'aurait pas pu monter cet événement ce matin. Ils vont tous, Fractel, ils vont tous intervenir ce matin. Donc, je voudrais appeler sur cette première table ronde qui va être justement à la suite de cette introduction, c'est comprendre la chaîne de valeur des solutions de communication unifiée, collaboration, quelle proposition de valeur. Donc, je vais appeler 2 opérateurs et 2 intégrateurs. Donc, voici. Donc, cette table ronde sera animée donc, par Frédéric Descartes, qui est un des fondateurs du CDRT, un administrateur et le PDG de Réseauphone, un intégrateur. Donc, merci Fred de pouvoir t'installer. Voilà. Ensuite, je vais demander à Jean-Baptiste Pecci, directeur général adjoint d'OpenIP, opérateur, donc de nous rejoindre. Damien Vatine, chief exécutif de Servercom. Éric Chambriard et Benjamin Slavicek de Fractel. Merci à vous tous de vous installer. Vous avez donc 45 minutes pour nous parler de cette chaîne de valeur et comment vous, en tant qu'intégrateur, opérateur, vous la voyez. Merci. Je vous donne les micros qui fonctionnent. Allô, allô? Oui. Allô, allô? Tout fonctionne. Merci. Bonne matinale. Bonjour à toutes et tous, merci. Il est 45, on devait commencer à 45. Cette matinale commence parfaitement. En plus, on n'a pas fait exprès, ou si on l'a fait exprès, table ronde numéro 1, parce que vous pouvez vous dire à quoi va servir cette table ronde, tout a été dit dans l'intro. D'accord, enfin, moi je l'ai lu, je dis, merde, il a pris mon boulot. Et c'est pas vrai, parce qu'en fait, d'abord, on va incarner ce qui s'est dit par les hommes et les femmes qui composent notre écosystème, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que mon objectif, et je vais rappeler ce que je dis souvent du CDRT, c'est pour moi une place d'échange, une place de partage, où on doit aussi éviter politiquement correct, puisqu'on est là pour apprendre. Alors, ça me fait penser à ces pièces d'eau dans la savane, vous savez, en Afrique, alors nous ne sommes pas des animaux, la métaphore va s'arrêter là, mais où autour de la table, vous avez des confrères, des concurrents, confrères aujourd'hui, concurrents dès 14h30. Dans la salle, c'est la même chose. Donc, ça fait penser à ces pièces d'eau où les animaux viennent s'étancher. Certains sont en symbiose, ils travaillent ensemble pour se défendre. D'autres s'attaquent parce que c'est la loi du marché. Donc, à un moment donné, on se pose tous parce qu'on s'étanche. Alors là, s'étancher la soif pour survivre. Nous, je ne pense pas que ce soit une survivance, mais on étanche notre savoir et le job, enfin, en tout cas le mien avec eux, c'est que ce soir, moi le premier, on se couche un tout petit peu moins bête, ou on conforte certaines certitudes, parce que vous en avez, ou au contraire, on est étonné, agréablement surpris. Donc l'objectif de mes intervenants, c'est de partager leur credo, présenter leurs entreprises, bien entendu, et de vous faire partager leurs expériences passées, leurs visions futures, pour que vous puissiez aussi venir les alpaguer à la pause et leur poser 2-3 questions. Si ça n'arrive pas, c'est que le message n'est pas forcément passé auprès de vous tous, ou que vous êtes trop timide. Et je pense que sur 200 personnes, il y a au moins 10% d'audacieux, donc ça fait 20 personnes à voir, c'est pas mal. Je suis aussi le maître du temps, donc je leur demanderai d'être pas politiquement corrects, respectueux, ils l'ont toujours été, je les ai connus dans d'autres temps. Et comme il y a la passion qui déborde parfois, je pourrais m'arrêter à leur demander de repasser le micro à leurs voisins, ça peut arriver. 3 minutes chacun pour se présenter, et ensuite on développe le sujet. On y va par ordre. Je débute. Donc la société Fractel, on bénéficie d'une belle ancienneté qui a créé en 1949. Nous sommes situés Paris-Est, porte de Pantin. Fractel est représenté par 16 collaborateurs, donc dimensionnés comme beaucoup d'intégrateurs assez classiquement avec une base technique, une équipe commerciale et puis un service administratif. Les 2 dirigeants sont Jean-Rémy Texier et moi-même. La cible client, on fait exclusivement du B2B et de la TPE-PME, donc moins de 100 postes. On se refuse pour le moment, mais on va peut-être changer d'avis suivant les différents discours que l'on va entendre aujourd'hui à s'attaquer au tout petit marché ou au monoposte.
une cible client très hétérogène. Ça peut aller du garagiste au restaurateur, à la ligue sportive, jusqu'au cabinet de finance, au cabinet d'avocats. On se refuse pour le moment aucun secteur ou aucun client. Et donc une zone de chalandise sur Paris-Île-de-France. Prectel est donc un intégrateur, un installateur téléphonique qui a pris sur les 20 dernières années de grands virages. Début des années 2000, un grand virage vers l'opérateur. Et puis, il y a maintenant un petit peu moins de 24 mois, vers la communication unifiée. Voilà. Eric. Bonjour, moi je suis Eric Chambriard. Je me présente personnellement, donc j'ai passé une vingtaine d'années dans le monde des télécoms chez des opérateurs qui se sont rachetés les uns les autres, jusqu'en 2009 où j'étais chez SFR, j'étais responsable de la BU service hébergé chez SFR Business Team, donc les premières offres autour du cloud en mode SaaS. J'ai quitté ce monde-là pour investir dans ma propre entreprise que je co-dirige avec deux autres associés, donc qui s'appelle Apps2Com, donc une entreprise de services numériques. Donc, ils travaillent dans le monde des communications unifiées. Nos clients sont plutôt de grands clients, hein, entre 200 et 2000, 3000 collaborateurs. Et nous avons, on va dire, trois métiers. Un métier principal autour des communications unifiées, historiquement la téléphonie, les systèmes de visioconférence. Nous avons un partenariat avec Google, par exemple, pour vendre des offres Google, donc tout ce monde-là. On a un deuxième métier autour de la relation client, qui est un petit peu différent, le multicanal. Et un troisième métier, mais ils vont tous ensemble, hein, autour bien sûr des infrastructures qu'il faut mettre en place, donc les systèmes de câblage, de Wi-Fi, le système télécom, sur lequel le reste est construit. Nous avons deux petites particularités. Nous avons une équipe qu'on appelle applicative, hein, donc des gens qui sont des développeurs. Ça correspond un peu au nom de la société Apps2Com, application, parce qu'aujourd'hui, le système qu'on vend, c'est plus du hardware, c'est des applications. Donc, il faut des gens qui sachent mettre en place et interconnecter des applications. Hein. Donc, typiquement, un connecteur entre un Salesforce et ici, ça va leur faire plaisir, Santine. On a mis ça en place il n'y a pas très longtemps chez un client qui s'appelle Mescart, une grande finance. Donc ce côté application qui est un peu une particularité. Et le dernier, que je cite un peu comme ça, on a lancé il y a quelques mois une offre de MVNO autour de la mobilité, parce que le terminal mobile, c'est quelque chose que tout le monde a, et donc il nous semblait qu'on ne pouvait pas sortir de ce... Il fallait être aussi dans ce monde. Donc voilà pour Apps2Com. Une soixantaine de collaborateurs, 1,5 million de chiffre d'affaires sur 3 sites, région parisienne à Bièvre, on a une agence à Arras pour le Nord et une agence à Lyon. Damien. Bonjour, Damien Watine, fondateur et dirigeant de Servercom, société créée en 2004. Servercom est un opérateur télécom, donc nous opérons nos propres infrastructures IP, hein, donc nous fournissons de l'accès DSL, fibre optique. Nous opérons également des infrastructures de téléphonie. Nous opérons notre propre plateforme qui nous permet de délivrer donc, des services de téléphonie sur IP et de communication unifiée. Et nous faisons également de la téléphonie mobile et depuis plus récemment aussi de l'hébergement. Voilà. Alors nous distribuons nos offres aujourd'hui quasiment exclusivement via un réseau de partenaires. Certains sont dans la salle, j'en vois quelques-uns. Principalement en marque blanche. Voilà. Donc aujourd'hui nous opérons comme un agrégateur télécom. Nous agrégeons l'ensemble des offres que j'ai décrites précédemment au sein d'un SI qui permet à nos partenaires de proposer sous leur propre marque l'ensemble de ces services, tout ou partie, hein, selon leur choix, de les administrer, de les facturer, puisque nous proposons également une petite facturation qui va permettre à nos intégrateurs, à nos partenaires de créer leurs propres offres, telles qu'ils le souhaitent. Et voilà, nous sommes à peu près 70 collaborateurs, nous ferons 25 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, et nous opérons sur l'ensemble du territoire français. Voilà. Jean-Baptiste. Bonjour à tous, Jean-Baptiste Péqui, donc directeur général adjoint d'OpenIP. Daniel, tu m'as facilité la tâche. Donc, OpenIP, on est une société qui existe depuis 14 ans. On fait à peu près le même métier que Servercom. Et pour essayer de se raccrocher au thème de la matinale, on se vit aujourd'hui comme un créateur, un incubateur d'opérateurs de services. C'est-à-dire qu'effectivement, sur les aspects techniques, on est capable d'agréger, de fournir un catalogue produit assez large à nos partenaires
qui veulent devenir opérateurs de service et profiter finalement de cette position de référent technique de proximité qu'ils ont vis-à-vis de leurs clients PME. Mais on se vit comme créateur d'opérateurs dans la mesure où on considère aujourd'hui que la mise en place d'une stratégie opérateur ne dépend pas que de l'offre ou du système d'information. Ce sont deux éléments cruciaux, mais ce qu'on constate avec les différentes typologies de partenaires qui travaillent avec nous, c'est qu'il y a des aspects au niveau de l'accompagnement en marketing notamment, au niveau de la capacité à s'adapter à un existant client, un existant technique. Il y a toute une phase de démarrage, de lancement, de conviction, de travail interne. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, effectivement, les deux must-have d'une société comme OpenIP, c'est un catalogue produit performant, attractif, large. C'est un système d'information aussi qui permet de gérer tout le parcours client de la commande à la facturation. Mais c'est également un partage d'expérience et la capacité d'aider nos partenaires à se lancer et à se développer autour de ce business d'opérateur de service. Et puis pour donner quelques chiffres, on est aujourd'hui un petit peu plus de 50 répartis principalement sur 2 sites, un à Paris et un à Saint-Avertin. Messieurs, merci pour le timing. Avant que je redonne la parole à vous quatre, je les ai vus avant, au téléphone, je les ai vus, j'ai retenu des mots-clés, donc j'aimerais que vous puissiez vous les réaccaparer avec votre vision, votre credo. Sans mettre les pieds dans le plat, j'aimerais avoir en fait un fil conducteur avec vous qui serait quelle est votre capacité à transformer vos partenaires du marché. N'hésitez pas à dire ce qui ne va pas dans vos relations avec les gens avec qui vous ne travaillez pas ou vous travaillez. À la vision à 5 ans que vous avez, qui va sortir son épingle du jeu par rapport à votre métier, parce que vous remarquerez, ils n'ont pas fait exprès, on n'a pas mis les noms cette année, on les a laissés se mettre les uns contre les autres instinctivement. Alors, vous remarquez, vous avez les deux intégrateurs d'un côté et les deux opérateurs. Alors, on pourrait dire qu'il y a les riches d'un côté, les pauvres, je ne sais pas, parce que je ne connais pas les marges des excellents brutes de chacun, mais c'est quand même pas un hasard, à mon avis. Donc, vous avez quand même deux concurrents, mais qui sont à côté, qui ont les mêmes credos, pratiquement, et deux concurrents aussi, pas sur les mêmes marchés, qui sont à côté. C'est assez étonnant, vous m'accorderez quand même. C'est un hasard ou pas? Je vis comme un hasard. D'accord, parfait. Alors, c'en est un. Alors, l'objectif, c'est ça, c'est ce darwinisme économique que nous allons tous vivre, qui dans 5 ans sera encore là pour bien travailler sur les communications unifiées, parce qu'ils auront fait les bons choix. Et donc, quels sont les bons choix vu de votre fenêtre? Quel est l'accompagnement? Quels sont les facteurs clés du succès que vous voulez créer avec eux? Et eux, quel est le facteur de succès pour qu'ils vous choisissent ou ne choisissent pas? Et en même temps, que pensez-vous des nouveaux entrants américains dont on a parlé? Et quel est votre credo pour bien accompagner et vous faire grandir vos entreprises comme vous l'avez fait avec succès depuis de nombreuses années? Qui se lance? Allez, Benjamin. Alors peut-être refaire un cours historique de Prectel et de ses choix sur les 10-15 dernières années. Effectivement, le monde de la téléphonie change et évolue chaque jour. On a pris un grand virage au début des années 2000 en se disant que vendre de la boîte pour faire allô allô et 3 bouts de cordon, ça n'allait pas pouvoir durer bien longtemps, qu'il était essentiel de pouvoir proposer autre chose que simplement de la négoce de matériel et de la maintenance. Donc la première évolution qui a été faite, c'est d'aller proposer de l'opérateur, donc de la revente de lignes et de minutes, avec déjà à l'époque un panel et un nombre de fournisseurs infini. On a fait des erreurs du fait de notre inexpérience à ce moment-là, du fait, je pense aussi, de l'incapacité de certains opérateurs qui s'étaient vus trop beaux trop tôt. Donc on a profité de ces erreurs pour pouvoir évoluer petit à petit. Le choix aujourd'hui de l'opérateur, quand on a fait un simili appel d'offres, ce que l'on s'est dit, c'est qu'il était primordial que demain, dans notre offre, alors non pas 3 acteurs, moi j'en vois plutôt 4, il y ait une vraie interopérabilité et un vrai travail commun. C'est essentiel de s'appuyer sur un opérateur avec une gamme complète, donc qui va du lien à la minute, avec des offres IP ou autres, sans rien vous cacher, Prectel travaille avec OpenIP. Il est essentiel d'avoir un provider qui a cette souplesse et cette adaptabilité que peut demander une PME TPE comme nous. Donc une nouvelle fois, sans le cacher, nous on travaille avec Sentil. Ce choix s'est aussi fait grâce à l'interopérabilité entre OpenIP et Sentil. Et
justement cette faculté de Sentil de savoir s'adapter à nos besoins. Vraiment, très simplement, exemple très concret, pour la Ligue nationale de basket, on avait besoin que le point de conférence audio passe de 12 à 30 canaux, ils nous l'ont fait sous 24 heures. Donc ça, c'est vraiment agréable pour nous. Et troisième acteur, malgré tout, l'intégrateur, bien entendu, donc quatrième acteur, pardon, les constructeurs. C'est vrai qu'il est essentiel pour nous, petits installateurs, de pouvoir compter sur une chaîne qui est totalement maîtrisée, et il est essentiel que les constructeurs, les opérateurs et les providers, qualifient et puis je cherche mes mots, provisionnent et s'accordent sur une chaîne de produits totalement interopérable. Sans ça, c'est la perte de temps, c'est l'insatisfaction client. Voilà un petit peu pour lancer un peu le débat et les principaux critères qui ont fait que l'on a choisi ces opérateurs et ces fournisseurs-là aujourd'hui, sachant qu'on reste en veille permanente et encore aujourd'hui, on en teste d'autres. Alors là, je vais imposer la parole à Damien, parce que sinon, ça passe à OpenIP, c'est trop facile. On retrouve dans ce que vient de dire un intégrateur les credos que tu m'avais décrits la semaine dernière. Efficacité, simplicité, accompagnement de proximité, mais avec des outils appréhendables. Je crois que ta question d'origine, c'était qui sera encore là dans 5 ans et qui, voilà, on va évoluer le marché. Nous, on fait de la téléphonie sur IP depuis 10 ans, donc c'est pas si neuf le Centrex, la téléphonie en cloud, on ne l'appelait pas comme ça à l'époque, ça existe depuis plus de 10 ans. Ce qui est nouveau, c'est vrai que c'est cette accélération dont Philippe a parlé tout à l'heure, et cette accélération sur le marché, elle est pour moi provoquée par 2 choses. La robustesse des offres qui est celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a 10 ans, le Centrex existait déjà. Pour ceux dans la salle qui en faisaient il y a 10 ans, il ne se passait pas un trimestre sans qu'on ait quelques heures de coupure. Voilà. Donc ça, c'était quand même dur à vivre et un frein non négligeable à la démocratisation de ces offres. La robustesse aujourd'hui, clairement, elle est au rendez-vous. On est sur des offres qui pour la plupart en tout cas, n'ont plus ce genre de problème. Le deuxième facteur, je pense, c'est le fait que il y a des gros acteurs comme Microsoft, on en a parlé tout à l'heure, qui clairement, avec leur force marketing et avec leur message fort et la confiance qu'ont les gens dans ce type d'acteurs, fait que ça rentre. On n'a plus besoin d'expliquer quand on rencontre des gens, quand on parle de communication unifiée, quand on parle de téléphonie en cloud. On n'est plus regardé comme des extraterrestres, on n'a plus besoin de passer des heures à expliquer pourquoi ça va fonctionner correctement. On passe directement à l'étape d'après et à la proposition de valeur. Après, oui, alors je rajoute un troisième point. Je pense qu'aujourd'hui, il y a effectivement dans le grand public beaucoup de gens, nous tous, je pense, qui utilisons des offres grand public comme WhatsApp, ou d'autres, et qui voyons la simplicité avec laquelle on les installe et avec la vitesse avec laquelle on peut les consommer. Et je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens s'attendent à ce genre de simplicité, de rapidité dans la mise en œuvre dans le cadre de leur outil d'entreprise. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus trop le choix. Il y a encore quelques années, on avait des intégrateurs qu'on allait voir qui voulaient, alors ça existe toujours, je ne dis pas le contraire, mais des intégrateurs traditionnels, des installateurs IP qui étaient quand même encore réticents au fait de proposer une solution plus globale, de mettre la main dans la partie opérateur. Clairement, c'est plus le cas. Donc, il y a une avancée dans la philosophie des acteurs. Après, c'est vrai que nous, notre métier, à travers, je parlais on est un opérateur d'infrastructure, mais notre premier métier aujourd'hui, c'est quasiment d'être éditeur de SI. C'est-à-dire qu'on peut avoir des très belles offres sur l'étagère si on ne fournit pas un outil qui va permettre à nos intégrateurs de délivrer ces services auprès de leurs clients finaux de façon extrêmement simple et rapide. Activer une offre de téléphonie traditionnelle, fut un temps, c'était un gros Lego qu'il fallait assembler. Aujourd'hui, avec une interface telle que celle qu'on propose à nos partenaires, en quelques minutes, vous pouvez, alors après, s'il faut livrer un lien, il faut attendre que le lien soit livré, mais en quelques minutes, vous allez pouvoir créer des lignes de téléphonie sur IP, des lignes de téléphonie mobile, affecter des nouveaux numéros, créer un point de conférence, créer un SVI. Enfin, c'est vraiment, on peut quasiment le faire chez le client final. Un client final qui a déjà une fibre optique, par exemple, qui ne serait même pas pris chez nous. Vous avez des téléphones dans le coffre, vous pouvez quasiment lui installer après avoir signé le contrat. Donc, voilà, je pense que tout ça est nécessaire aujourd'hui pour rester dans la course par rapport à tous ces acteurs
qui arrivent, comme ces messieurs au premier rang, comme il est très, très, très sexy. Donc notre métier, c'est d'accompagner effectivement, techniquement, mais aussi effectivement dans la nouvelle façon d'apporter ces offres aux utilisateurs finaux, parce que c'est quand même ça la finalité de toutes ces offres, c'est de faciliter la vie des utilisateurs finaux. Alors, sur OpenIP, puis avec une sorte de ping-pong entre les intégrateurs et les agrégateurs, les vendeurs de solutions, clairement. On en a parlé tous les deux, c'est que le SI, c'est une grande partie de votre prix de revient et une grande partie de vos investissements. Est-ce que vous, vis-à-vis de vos clients, on attend la salle à vos côtés, il y a un aspect prix. Vous êtes comparé, vous êtes challengé pour certains pour pouvoir faire le choix. Parce que le choix est compliqué pour certains d'entre nous. On part pour un certain nombre d'années. C'est comme dans l'ancien temps de la marque. Celui qui choisissait la marque Alcatel, Maltel, Navaya, c'est pas pour faire un coup sur un an. Il y a des investissements, il y a des lots de spare. On est dans une démarche complètement virtualisée, dans lequel on ne peut pas se permettre de faire juste un try and buy pendant un an et repartir. Est-ce que vous vous y retrouvez sur cette démarche de SI, puisque c'est un facteur discriminant très positif vis-à-vis de l'écosystème? Est-ce que c'est comme ça que vous captez vos clients ou c'est sur un autre critère différenciant? Le prix, par exemple? Le SI était vraiment un must-have. Enfin, avec Damien, on se connaît bien, on a souvent discuté, on a vraiment cette même vision-là de l'importance du SI et finalement de la simplicité qu'on va apporter à nos partenaires opérateurs. Ou à nos partenaires qui veulent devenir opérateurs. Après, par rapport à tout ce qu'on a dit là, il y a un enjeu sur le marché, notamment à entreprise qu'on est en train d'adresser. Alors, il y a différents chiffres suivant si on prend la téléphonie sur IP, le mobile ou autre, mais il y a une part croissante, avec une forte croissance de ce qui est facturé par les intégrateurs sur ce marché PME, sur la partie téléphonie. C'est-à-dire que la part de marché facturée directement par les gros opérateurs, Bouygues, Orange, SFR, diminue sur ce marché-là. Pourquoi? Au final, ce sont quand même des acteurs qui ont une puissance économique qui est très forte, qui sont capables de prendre un client quand ils le souhaitent, et au final, qui, de plus en plus, sur les marchés qu'on adresse, n'y parviennent pas. Et donc, évidemment, sur la partie SI, sur la partie offre, on ne peut pas faire n'importe quoi en termes de tarifs, mais aujourd'hui, les communications unifiées, elles ouvrent une fenêtre d'opportunité aux intégrateurs de proximité sur ce marché. Parce que une solution de communication unifiée, c'est évidemment un accès Internet, c'est évidemment de la téléphonie, c'est évidemment du matériel, mais c'est également de l'installation, c'est également du conseil, et c'est la nécessité de maîtriser toute la chaîne de valeur. Et ça, aujourd'hui, ce qui est génial pour les intégrateurs, c'est que les gros opérateurs ne savent pas l'amener. On le voit, que ce soit chez Damien ou chez nous, on a des partenaires issus des réseaux de distribution Bouygues, SFR, des acteurs majeurs qui ont très bien gagné leur vie pendant des années en prenant des communications, des commissions de vente ou du récurrent sur du chiffre d'affaires, et qui aujourd'hui se disent mince, le client final ne m'appartient plus, ne m'appartient pas, ne m'a jamais appartenu finalement, alors que c'est moi qui le connais le mieux et c'est moi qui ai la capacité de l'accompagner. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit? On se rend compte aujourd'hui, sur des tailles d'entreprise même assez significatives, que la personne qui a la meilleure proposition de valeur, c'est l'intégrateur, parce que sur quelques questions simples, il peut remettre en question la compétence ou la qualité de l'offre que l'opérateur Bouygues, Orange, SFR peut amener. Les questions simples, c'est, cher client, ok, vous avez une offre qui a l'air intéressante, qui va vous l'installer? Est-ce que le commercial qui vous a vendu la solution est capable, vous a dit comment ça allait se passer? Est-ce que les spécificités que vous avez dans votre entreprise ont été prises en compte? Et ça, aujourd'hui, ces réseaux de distribution-là ne sont pas capables de le faire, ou peu. Et ça ouvre une fenêtre de tir extraordinaire aux intégrateurs. Et après, la question est de dire, donc finalement, l'idée pour nous, et nous on en est vraiment convaincus, c'est de dire que les intégrateurs de proximité ont le marché entre leurs mains. Et après, la deuxième question, c'est finalement de dire comment on fait pour adresser ce marché, comment on fait pour faire des choix techniques, mais surtout transformer son entreprise. Il y a quelque chose qui nous frappe assez souvent chez OpenIP, quand on voit les devis que nos partenaires font à leurs clients finaux. On a souvent l'impression que c'est le devis fournisseur plus 20%,
présenté au client final. Et on voit que sur des aspects de marketing de l'offre, de changement d'habitude de vente, de packaging de solutions, aujourd'hui, c'est là que se trouve l'enjeu des intégrateurs. C'est-à-dire que les problématiques de tarifs, oui, évidemment, on peut toujours optimiser les problématiques opérationnelles. Il faut avoir un fournisseur qui tient la route. Mais en réalité, aujourd'hui, les clés de développement et d'accélération, elles sont chez nos partenaires intégrateurs sur leur adaptation d'un modèle existant. Cette intervention-là a fait sourire, dans le sens du terme, les intégrateurs. Eric le premier. On peut dire qu'avec ce que vous dites tous les deux, et ça fait 4-5 ans qu'on parle de ça, parce que dans la chaîne de valeur, il y a aussi la façon de procéder à la commercialisation, qui trouble certains d'entre vous et certains d'entre nous, la vente directe, la vente indirecte. Il y a 5 à 6 ans ou 10 ans, Tractel a fait aussi l'essai du courtier. Ensuite, un peu de marque blanche, on bidouille. Ensuite, c'est du partenariat, de la proposition de valeur commerciale et pas technique. Vous avez entériné tous les deux que de toute façon, c'est la marque blanche et rien d'autre. Je me trompe en disant ça? Un petit bémol? Dans le processus de progression et de lancement d'un partenaire, la marque blanche n'est pas forcément immédiate. Je vais vous donner un exemple très basique. On a un partenaire récemment qui est en marque blanche chez nous, qui a un bon volume d'activité et qui a signé le CHU de sa communauté de communes. En fait, il n'a pas souhaité facturer le client final, il a souhaité se remettre dans un mode de courtage pour des aspects juridiques, de responsabilité de RCS ou enfin D'accord. C'est vous qui avez porté le courtage? Et donc c'est nous finalement qui facturons le client final qui est le CHU en l'occurrence et qui portons donc cette responsabilité juridique sur le respect des GTR, le respect de la qualité de service. Par contre, tous les autres clients, il les a signés normalement en marque blanche en les facturant lui-même. Donc ce qui est important, et c'est pour ça que cette notion de créateur, d'opérateur de service, elle est clé, c'est que finalement le cheminement de tous nos partenaires est spécifique. On aimerait avoir beaucoup de partenaires comme Tractel qui ont ce recul-là, qui se posent la question, qui la digèrent et qui ensuite définissent une stratégie là-dessus. En réalité, on voit qu'il y a beaucoup d'accompagnement stratégique de nos partenaires pour les amener à enlever les freins et à profiter de ce marché-là. Eric, le SI, la simplicité, le prix, est-ce que tu es d'accord pour payer un peu plus cher parce que tu as un super SI de ton partenaire? Ou tu dis non, ils se valent tous et ce qui m'intéresse c'est le prix ou l'accompagnement juridique? Quels sont tes critères de choix? Est-ce que tu m'autorises avant à revenir à la question précédente sur la vision dans 5 ans? La stratégie, c'est bien. Moi, ce qui compte, je pense, beaucoup, c'est l'exécution. Il faut bien l'exécuter. J'ai un exemple qui m'a un peu touché personnellement dans le monde des opérateurs. J'étais chez SFR. En 2011, en France, c'était un duopole, le rêve de tout le monde. Orange Business Services. Ça de tout le monde, de 2 personnes. Non, dans n'importe quel business, l'idéal, c'est le duopole. Seul quand il y a un peu de concurrence, il y en a qu'un, on est peinard. Donc, le rêve de tout le monde, c'est un duopole. Parce qu'un monopole, ça se voit. Donc, là, il y avait un duopole, OBS, c'est un business team, le rêve, et puis SFR est parti en vrille, avec des idées de stratégie très compliquées, et puis n'importe quoi. Et donc, ils sont devenus très mauvais dans l'exécution. Et donc, je pense que nous, on s'attache à avoir des partenaires qui sont bons et concrets dans l'exécution. Mes 2 voisins de gauche, ce sont des entreprises pas très grandes, pas très riches, et donc eux, ils sont riches, hein, je te confirme. Non, beaucoup moins riches que les opérateurs dont je parlais précédemment, et ça les force à faire des choses simples, précises, et être bons dans l'exécution. C'est pour ça que nous, on travaille avec des entreprises comme ça, parce que dans l'exécution, ça se passe bien. Donc, je reviens après à ta question et sur les sujets économiques. Il faut que les clients en aient pour leur argent. En avoir pour son argent, c'est avoir un système qui fonctionne et qui correspond à mes besoins. Donc, un système qui fonctionne, c'est un système simple. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Philippe ce matin. Excuse-moi. Tu as dit simplicité de déploiement. Je pense que ce qui compte, c'est la simplicité d'usage. Et souvent, quand quelque chose est très simple à utiliser, il est assez compliqué à installer. Un iPhone, c'est magique. À l'intérieur, c'est très compliqué. Ça a été très compliqué pour le développer. Donc, les systèmes de communication unifiés, il faut qu'ils soient simples. Mais pour être simple, il faut qu'on ait eu la capacité à bien faire interfonctionner
tout un tas de briques et que l'interfonctionnement de toutes ces briques correspond à un vrai besoin du client final. C'est pour ça que nous, par construction, on est en vente directe, hein. On parle directement à nos clients parce qu'on a des grands clients et qu'on a besoin de comprendre leurs enjeux, leurs contraintes. Donc, je cite quelques exemples au hasard. On a comme client le CHU de Grenoble, grand hôpital. On a comme client le groupe Holder, c'est Boulangerie Paul et La Durée. Le groupe Holder, ils ont acheté La Durée, c'est une petite boutique près de la Madeleine. Et 10 ans plus tard, il y a plusieurs milliers de collaborateurs. C'est un développement extrêmement fort. Les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Les approches ne sont pas du tout les mêmes. Donc, on a besoin, nous, notre valeur, elle est là, c'est être chez les clients et comprendre leurs enjeux. Je l'évoque surtout souvent par le petit bout de la lorgnette qui fait sourire. Pour 60 personnes, on a 40 voitures. J'adore ça plus. Quand je suis arrivé là-dedans, je me suis dit, mais ils sont fous. Mais non, nous, on est chez les clients. On est chez les clients et on est chez les clients, chez le management du client, mais aussi chez les exécutants, chez les collaborateurs, pour comprendre comment les gens travaillent. Comment les gens travaillent. Dans les entrepôts, comment ils font. Dans les bureaux, comment ils font. Dans les salles d'opération, comment ils font. C'est ça notre valeur. Hein. Et suivant la façon qu'ont les gens de travailler, on construit une solution qui leur est adaptée. C'est pour ça que nous, on est vraiment dans des logiques de vente directe, mais vraiment dans des logiques d'avoir des consultants avant-vente, de comprendre les choses. Et même pour aller plus loin là-dedans, cette année, on a investi dans 2 types de ressources. Des gens spécialisés dans la formation, dans l'accompagnement au changement, pour pouvoir aller chez les clients et expliquer aux gens, voilà comment vous travailliez avant, vous pourriez, il faut toujours être modeste, vous pourriez peut-être travailler un peu différemment. Si vous faisiez comme ça serait mieux. Si vous utilisiez d'autres, vous voyez, le chat, de temps en temps, c'est assez pratique. Savoir tout le temps où on est, c'est bien. Pour avoir un seul interface de téléphonie sur un téléphone mobile, c'est pas mal. Donc on en explique ça aux gens. Et on a investi dans une deuxième fonction qu'on appelle Customer Success Manager, c'est-à-dire des gens dont le rôle est de suivre l'usage des produits chez les clients. La visio, c'est super, mais c'est super si ça marche, si c'est utilisé. Donc on compte les nombres de connexions, etc. Et on essaie de faire que les produits soient vraiment utilisés. Le chat dans les communications unifiées, c'est super si c'est utilisé. Si en font du téléphone, ça ne sert à rien. Donc, tous ces métriques, on les a. Et il y a des gens qui sont pour des incentives sur le fait que les usages se développent et les usages de tous les médias. Donc, voilà ce qu'on essaie de faire. Eric, intéressant sur le côté la proximité. C'est ce que disait tout à l'heure Damien et Jean-Baptiste, c'est que pour eux, l'avenir est à celui qui, dans le partenariat, l'écosystème, la symbiose des acteurs que vous êtes, celui qui va être chez le client. Alors, un peu on est le dernier centimètre de ce qui était le dernier kilomètre de l'opérateur d'il y a 10 ans. C'est celui qui. Mais tout le monde ne partage pas ce point de vue. Vous avez des nouveaux entrants, américains ou pas. Vous avez aussi des existants avec succès qui font beaucoup de ventes directes. Quelle est votre approche de cette consanguinité de certains, vente directe, vente indirecte? Est-ce supportable pour certains d'entre vous? Est-ce aussi un modèle que vous n'avez pas pratiqué, mais que vous reconnaissez successful ou pas? Et que dans la chaîne de valeur de cette communication unifiée, tout le monde n'a pas choisi de rendre plus productif, plus intelligent dans la communication unifiée. Vous, les deux, vous essayez de nous transformer en opérateurs de proximité. Tout le monde n'a pas fait ce choix et fait 80% de ses volumes en vente directe, 10% de ses volumes en vente indirecte, ou inversement. Donc les nouveaux entrants là, les nouveaux entrants américains. Alors, 8byte fait une vente indirecte, mais a quand même un système assez disruptif. Aircall aussi, Fuse, vous les voyez arriver comment? Et ceux qui existent déjà en France, qui n'ont pas votre modèle de distribution, quel est votre positionnement là-dessus? Déjà, le choix pour nous, de la distribution indirecte, c'est historique. Voilà, c'est une question de rencontre. Nous, Servercom a commencé au tout début de son histoire à faire de la vente directe sur la Sarthe. À l'époque, une délégation de service public, Sartel, lancée par Axione, avait commencé là-bas. C'est comme ça qu'on est devenu opérateur. Et puis, on connaissait des gens dans ce secteur, pour ceux qui ont connu B3G, qui n'étaient plus rachetés par Complétel. Une opportunité pour nous s'est présentée de se lancer dans la vente indirecte. Quand on produit des services, l'idée, c'est de les amener aux clients finaux. Donc, soit on fait de la vente directe, ce qui nécessite certains moyens, et soit on fait de la vente indirecte. Et pour faire de la vente indirecte, c'est un métier un
presque différent que la vente directe. Pour ça, il faut des gens qui ont un réseau de partenaires, qui ont la connaissance de cette façon de commercialiser les offres, qui ont la connaissance de ce qu'attend un partenaire. Nous, on a été encore une fois de l'autre côté de la barrière, hein, avant de devenir opérateur et de fournir ces services. Nous étions nous-mêmes le revendeur de cet opérateur que j'ai cité tout à l'heure. Donc, on pensait qu'à l'époque, ces gens étaient, enfin, en tout cas, nous étions un revendeur dont l'opérateur n'apportait pas ce qu'il fallait. Et on pensait que, ayant été de l'autre côté de la barrière, on pensait savoir en tout cas ce qu'il fallait pour que un vendeur soit heureux. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on s'est lancé sur la vente indirecte. Après, ta question sur les nouveaux entrants, je crois que les nouveaux entrants que tu as cités, ils font un peu des deux. 8x8 aujourd'hui, ils ont, je crois, pas de force de vente commerciale en France. Ils ont un grossiste. Ah, vous êtes là, pardon. Donc, ils en ont 2 dans la salle. Écoutez, je suis ravi de le savoir. Je ne le savais pas. Mais ils sont aujourd'hui, alors vous me contredirez si je me trompe, vous avez un grossiste aujourd'hui qui pousse vos offres. Donc, c'est déjà une forme d'indirect. Le grossiste met en relation ces messieurs avec des partenaires qui seront. 8x8 a choisi un mode indirect. Donc, c'est. Voilà, encore, excusez-moi. Commerciaux directs. Voilà, vous êtes, vous commerciaux, comme nos commerciaux, vous accompagnez vos partenaires à proposer ces offres auprès de. Donc, c'est de l'indirect, c'est pas de la vente directe. Petite précision. Voilà, donc après, il y en a d'autres. On en prendra peut-être tout à l'heure, mais je crois qu'aujourd'hui, il y en a qui font de la vente directe exclusivement, notamment via Internet, et qui feront évoluer leur modèle parce que quand on a des spécialistes de la relation, du quotidien, comme ces messieurs à côté, eh bien, on a tous envie, quand on est éditeur de solutions, de s'appuyer sur leur savoir-faire, c'est évident. Voilà. Mais je pense qu'après, c'est la seule difficulté quand on fait cohabiter les deux, c'est de savoir bien gérer les conflits de canaux. Mais vu la taille du marché, vu notre taille d'évolution de marché, c'est à ce jour en tout cas jamais encore. Je ne sais pas si vous la partagez, une anecdote, il n'y avait pas grivoise du tout, mais j'avais discuté avec certains d'entre vous qui ont un modèle indirect et direct, direct très fort et très agressif, et indirect pour venir nous séduire. Et je leur ai dit, c'est pas très simple, c'est compliqué. On me dit, si, parce qu'en fait, Frédéric, il faut que tu comprennes, si je fais de la vente directe, je suis comme toi, je connais bien le client. Je peux t'apporter le mieux pour toi, je peux t'apporter des choses, mon expérience client, mon parcours client. Oui, donc tu as signé un de mes clients par exemple hier et tu m'expliques que c'est un apprentissage. C'est un peu comme j'espère que beaucoup sont amoureux d'une femme. Je dis c'est comme en couple alors. C'est comme si je permettais à ma femme d'avoir des relations sexuelles avec un amant pour qu'elle m'amène le mieux du sexe le lendemain. Quoi. Donc ça, il m'énervait un peu, donc il a fallu que je coupe le truc. Est-ce que vous partagez, alors pas sur ma métaphore sexuelle, mais c'est ce côté un peu bizarroïde d'accepter qu'on vienne nous marcher sur nos plates-bandes pour nous expliquer que c'est bien pour nous. Alors sur la métaphore, je ne reviendrai pas dessus. Sur la vente directe, juste effectivement petite précision. Le fait nous avons fait de la vente directe historiquement, c'est de là qu'on vient. Voilà, on a des clients dans la Sarthe. Bon, c'est très très localisé, on en a toujours et on a toujours quelques clients en vente directe. Nous pensons que le fait que nos techniciens, que nos salariés connaissent ce que c'est qu'une relation avec un client final, nous apporte une connaissance qui peut nous permettre d'échanger avec votre quotidien. Après, nous, c'est localisé sur la Sarthe et on va pas démultiplier cette force de vente directe, on ne va pas devenir concurrent parce qu'on ne sera pas localement. Voilà, nos partenaires à Marseille, on n'est pas concurrent parce qu'on n'est pas présent à Marseille, etc. Donc cette connaissance nous, c'est ce qui nous manquait à l'époque quand on était revendeur d'un opérateur, c'est que le sentiment, c'est que les gens qui étaient derrière leur ordinateur ne savaient pas ce que c'était que l'utilisation du téléphone par une secrétaire, par exemple. Ça paraît tout con, mais quand vous avez un intégrateur qui vous appelle, qui apprend le métier, et qui vous pose des questions très simples et que vous ne savez pas vous mettre à sa place, on pense que le conseil, du coup, devient moins bon. Pour compléter ce que dit Damien, effectivement, moi, on est 100% en phase avec cette idée qu'être en lien avec des clients finaux. Alors, effectivement, nous, on est dans un mode pur indirect, mais étant donné qu'on a un mode courtage assez important, on a toutes nos équipes opérationnelles qui sont en contact régulier avec des clients finaux. Et c'est vrai que ça donne une certaine richesse et de prendre un certain recul sur la réalité opérationnelle. Donc ça, c'est évident. Et si je peux compléter,
parce que même si on est concurrents, on s'entend bien, on n'a jamais, on essaye de se piquer parfois des partenaires. Moi, j'ai jamais réussi à piquer un partenaire à Servercom en expliquant au partenaire qu'il faisait de la vente directe. Donc, et effectivement, je pense que c'est important. Et je pense que on a un tropisme vente indirecte très 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 fort chez Servercom et chez OpenIP. On fait très peu l'échantillon. Et c'est ça qui est important. Après, pour revenir au point précédent, sur l'arrivée de ces nouveaux acteurs, première chose, c'est bien. S'il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, ça veut dire qu'il y a un gros marché, ça veut dire qu'il y a en plus des acteurs qui ont des tailles significatives, qui amènent des services avec des applications, de l'interopérabilité, qui amènent vraiment de l'innovation. Donc c'est intéressant. Ça concourt à développer la connaissance et la conscience de ces technologies auprès des clients finaux. Et c'est là que se fait la décision. Le deuxième aspect, c'est que nous, ce qu'on voit pas mal chez OpenIP, c'est que parmi ces acteurs, il y en a pas mal qui viennent nous voir. Et on voit bien que à un moment donné, sauf sur du très grand compte, c'est pas évident d'être capable d'aller chercher, d'aller proposer comme ça en direct une solution globale, cloudifiée, sans avoir toute la dimension d'accompagnement. Et moi, je trouve que c'est ce que dit Eric est génial parce qu'il a connu SFR et aujourd'hui, donc, il pilote cet intégrateur Apps2Com. Et c'est difficile à décrire factuellement, mais c'est évident aujourd'hui que les communications unifiées, le gros intérêt qu'elles ont, c'est qu'elles peuvent changer le comportement, le métier, elles peuvent modifier complètement les habitudes d'une entreprise. Et pour apporter et pour accompagner ça, c'est très difficile de le faire à distance avec une application à mettre en place. Il faut vraiment avoir des équipes internes qui savent le faire. Donc, il y a des très grands groupes qui savent gérer ce type de projet. Mais dès qu'on descend sur de l'ETI, du grand compte régional, je pense que la démarche des nouveaux acteurs qui arrivent, elle devra passer par l'indirect. Et je pense qu'ils en sont d'ailleurs convaincus aujourd'hui parce que nous, on les voit venir taper chez nous en disant comment on peut rentrer sur votre portail, comment on peut être une des solutions de votre portail. Eric, et ensuite, j'aimerais garder, on est à 5 minutes de notre timing, j'aimerais garder 3-4 minutes pour des questions dans la salle. Si on n'a pas, alors... Oui. Aussi, Benjamin fera le mot de conclusion. Oui, je voulais faire une remarque complémentaire. D'abord, l'arrivée de nouveaux acteurs dans un marché, c'est toujours bien, parce que ça crée un dynamisme, et nous, ça nous aide. Et le deuxième aspect, c'est que ce sont des acteurs qui sont des pure players, des gens qui vendent des communications unifiées. Et les autres acteurs de ce marché, souvent, ils ne font pas que ça. Si je prends un Cisco, il donne l'impression que ces offres de communifier, c'est en plus du reste, et que ce qui est important, c'est le reste, c'est mes bons gros routeurs, etc. Et les communifier, c'est parce qu'il fallait bien en faire. Donc là, on a des acteurs qui sont des pure players, avec des nouveaux discours, des nouvelles approches, et je pense que ça fait du bien au marché, ça fait du bien au DSI, ça fait du bien aux gens qui travaillent sur les modes de fonctionnement dans l'entreprise, comment une entreprise s'organise, comment les gens communiquent. C'est bien qu'il y ait ces nouveaux acteurs. Ensuite, moi, du point de vue de l'intégrateur, alors déjà, on a rencontré certains, et puis ça s'est bien passé, on essaie de travailler ensemble. On a fait un déploiement assez important, voire très important, et en ce moment, chez un gros distributeur pharmaceutique, avec une solution complètement centrale, qui est chez le constructeur. Donc toute cette partie, installer la solution, tout ça, on n'a pas fait. Et pourtant, pour nous, c'est un très grand projet, très intéressant et très profitable. Parce qu'il y a un vrai accompagnement, c'est national, il faut installer les postes, il faut faire des formations, il faut comprendre, il faut faire du séquençage, de la gestion de projet, etc., etc. Donc en plus, je ne vois pas d'opposition pour nous, d'un point de vue de notre business model. C'est pas du tout gênant que de nouveaux acteurs arrivent. Et je pense collectivement, pour tous les gens qui sont dans la salle, c'est très important. Il faut qu'il y ait des nouvelles idées. Ça augmente le foisonnement. C'est comme ça que tout se gagne de l'argent, s'il y a des nouvelles idées. Tractel, qui en 2006 s'est posé des questions, donc quand même longtemps avant le panier moyen de l'intégrateur moyen. Aujourd'hui, des nouveaux choix, des nouvelles orientations, satisfait des parcours accomplis les dernières années ou encore des interrogations? Des interrogations chaque matin, parce que le marché est dur et évolue beaucoup. Donc c'est vrai qu'on se remet en question perpétuellement par rapport aux différentes offres qu'il peut y avoir sur le marché ou nouveaux entrants.
Juste pour compléter, je pense que c'est une très bonne chose parce que ça tire les opérateurs et les providers vers le haut. Le fait d'avoir un regard étranger, états-unien ou autre, c'est à mon avis source de savoir. Donc, je trouve ça plutôt malin. Et pour Prectel, très égoïstement, ça n'attaque pas notre marché. On est sur des marchés beaucoup plus petits qui nécessitent de la proximité, qui nécessitent du service. Ce que font ces gens-là, comme pouvaient le faire à l'époque du PU ou du B3G en direct, c'est des choses que nous, on ne fait pas. Enfin bon, après, chacun sa politique. Moi, je suis plutôt confiant sur l'avenir des télécommunications et de la messagerie unifiée. Malgré mon jeune âge, ça fait 17 ans que je suis dans la téléphonie. Au début des années 2000, j'entendais tous les constructeurs dire vous allez tous crever, il n'y a plus rien à faire, Microsoft va vous manger. Et ben, je trouve qu'on s'est plutôt tous ensemble bien adaptés. On s'est bien relevé. Il y a encore énormément de choses à faire. De quoi qu'il arrive, le client final, c'est lui qui nous fera tous manger. Donc, il faut qu'on continue tous ensemble à accentuer cette optimisation de la communication unifiée, qu'on continue à travailler tous ensemble sur la construction d'offres plus lisibles et encore plus accessibles pour les clients finaux. Donc, non, moi je suis plutôt très optimiste sur les années qui viennent. C'est une belle conclusion de l'intégrateur. Donc des mots-clés, un accompagnement fort à travers le SI, le marketing et le juridique, on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est très important. Donc c'est votre job, vous le faites bien. Des taux de croissance importants, ils ne sont pas riches, mais ils font 15% de croissance par an. Des intégrateurs qui ont combattu le darwinisme qu'on leur a proposé et donc font plus que survivre dans un écosystème, et un gâteau qui foisonne et qui grandit un peu plus vite avec les nouveaux entrants. C'est la synthèse de cette table ronde et je souhaite avoir des questions si vous pouvez. Merci à vous quatre. Il y a une question ici. On peut juste prendre une question à la salle. Deux, j'ai le timing, on est bon. Hein. Ouais, c'est bon. 28. Question. S'il n'y a pas de questions, ça ne s'est pas remplacé par une pause sucrée, hein, donc posez-la quand même. Hein, D'accord. Alors on enchaîne sur la table ronde numéro 2. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci.